Je remercie Martine Couder, que vous connaissez bien, qui est une médecin expérimentée, qui a eu diverses pratiques, c'est ça qui est intéressant, dans pratiques libérales, hospitalières, gériatriques ces dernières années, qui est une femme engagée, une femme fédératrice, et donc je trouvais important qu'elle soit là pour qu'elle puisse aussi exprimer librement son point de vue sur ce sujet très important. Alors, je vous en parlais rapidement lundi, on nous parle sur le terrain de ce sujet de la santé, de l'accès aux soins, de Gavarnie à Madiran. C'est vraiment le point commun, si on peut dire, à tous les Hauts-Pyrénéens, un sujet de préoccupation, pour ne pas dire un sujet d'inquiétude sur l'accès aux soins. Alors, d'abord rappeler quand même que le quinquennat d'Emmanuel Macron a mis la santé au cœur. Avant même la crise Covid, dès 2018, il y a eu ce grand discours sur la santé, volonté de refonder Ma Santé 2022, décloisonner les prises en charge, de supprimer le numerus clausus, qui était une folie en vérité, d'avoir pensé qu'on pouvait faire des économies sur la santé en restreignant l'offre. Et donc celui-ci a été déverrouillé. Mais évidemment, les pleins effets se feront sentir à 10 ans, parce qu'il faut au minimum 10 années là-dessus. Et puis quand bien même, dans la période intermédiaire, il faut aussi une capacité de former les médecins, donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra totalement déverrouiller ce sujet. Ensuite, le sujet a été au cœur par les investissements qui ont été lancés. D'abord, avant même la crise Covid, avant même le Ségur, vous vous rappelez le sujet de la reprise de dette. Parce qu'un hôpital, c'est un cycle d'exploitation et il faut qu'il puisse dégager des capacités pour investir. Si le cycle d'exploitation lui-même est déjà en difficulté et qu'il cumule de la dette, l'investissement n'est plus au rendez-vous. C'est ce qui se passe ici dans nos hôpitaux des Hautes-Pyrénées, et donc il y avait une nécessité à venir consolider l'investissement en reprenant un trop-plein de dettes. Les tarifs hospitaliers, qui avaient toujours été plus ou moins contraints, ont été pour la première fois réaugmentés, et ces tarifs hospitaliers, la T2A, on appelle, prend en compte une partie évidemment de l'investissement. Donc très concrètement dans les Hautes-Pyrénées, le Ségur, c'est sur l'hôpital, bon, évidemment, les 210 millions qui ont été annoncés par le président de la République en juillet l'année dernière, mais aussi sur le médico-social, l'EHPAD d'Orgue, que vous voyez pousser, celui de Saint-Pé, les ZAD de Madiran, pour citer quelques exemples. Si vous voulez, j'ai la liste, vous retrouvez le dossier de presse, ça s'appelle dossier de presse Occitanie Ségur, et vous avez l'annexe avec tous les dossiers qui ont été financés. Et puis, le gouvernement a eu une approche sociale aussi de la santé, avec le remboursement intégral des lunettes, les aides auditives et les prothèses dentaires, la contraception gratuite jusqu'à 25 ans, le doublement des maisons de santé, les consultes remboursées chez le psychologue sur prescription médicale, et puis sur la santé des femmes, la stratégie nationale de l'endométriose qui est sortie de l'anonymat, si on peut dire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est le bilan, ce sont les acquis à date. Mais évidemment, ça n'épuise pas le sujet. Donc je vais vous dire quelques mots d'abord sur les enjeux nationaux pour l'offre de soins et la prévention, et puis en venir ensuite au sujet de nos priorités locales. Sur le national, ça fait des années qu'on parle de ça, encore faut-il le faire vraiment, de mettre au cœur la prévention. La santé et l'ordre de grandeur, c'est à peu près 200 milliards d'euros, assurance maladie, vous avez 5% du budget qui est sur la prévention. Donc c'est très peu en budget et beaucoup en parole. Donc là, il y a une volonté qui n'est pas nouvelle, qui a été lancée dès 2018 elle aussi, je vais citer quelques exemples tout de suite, d'accélérer sur ce sujet. Et nous avons maintenant, pour la première fois, une ministre de la Santé et de la Prévention. Et Brigitte Bourguignon est particulièrement investie sur ce sujet depuis tant d'années. Vous savez qu'elle vient d'abord du médico-social, elle a travaillé avec le monde du handicap, l'autonomie, dans l'associatif, puis ensuite son engagement politique vient de là. Donc elle est, je pense qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure ministre de la santé, de la prévention. Donc très concrètement, les propositions du gouvernement sur ce sujet, c'est la détection précoce des écarts de développement pour les enfants, l'hyperactivité, la dyslexie, l'obésité, sécuriser un médecin traitant pour chacun, on va y revenir, aux âges clés 3 fois dans la vie, à 25, 45 et 60 ans,
de pouvoir avoir un bilan de santé complet et gratuit, check-up médical. Pour les patients chroniques, un accompagnement personnalisé, par exemple la télésurveillance de la glycémie pour les diabétiques, des plans de détection et de prévention relatifs à la santé mentale, qui est un sujet fondamental sur lequel on est encore assez en retard dans la prise en charge dans ce pays comparé à d'autres pays comme l'Italie par exemple, et la prévention aussi sur l'infertilité, la drépanocytose, en lien aussi avec les sujets de santé environnement. Donc ça c'est le fond du virage qui veut être pris, d'accélérer sur la prévention et d'aller le mettre jusque dans le titre donc, du poste de ministre. Sur l'offre de soins, je le disais, ce n'est pas d'hier, on est dans une continuité, dans une accélération. Il y avait le projet Ma Santé 2022 qui nous expliquait qu'il fallait passer, et c'est très juste, tout le monde a partagé ce diagnostic d'un système cloisonné, plutôt centré sur le curatif, à l'activité, à un système beaucoup plus tourné vers les filières patients, les parcours patients, la coordination des acteurs et surtout pas opposer les pratiques de la médecine. Il y a de la place pour les libéraux, il y a de la place dans les maisons de santé pour des médecins salariés et il y a évidemment de la place pour l'hôpital. On a besoin de tout le monde et l'enjeu c'est évidemment que les uns et les autres travaillent ensemble. Sur l'hôpital en particulier, alors là vous savez que j'ai un biais là-dessus, parce que vous savez d'où je parle, ça a été mon engagement professionnel entre 2010 et fin 2017 pendant 8 ans. Comme directeur d'hôpital dans différentes fonctions, d'abord comme directeur des finances sur le CHU Mont-d'Or à Créteil, et puis directeur d'un DSI qui était justement de la psychiatrie et de la rééducation spécialisée, et puis ensuite sur la qualité et la gestion des risques sur le groupe. Ce que j'ai appris sous le contrôle de Martine, c'est que ce qui doit être la boussole absolue, qui paraît une évidence quand on le dit comme ça, mais qui en réalité ne l'est pas toujours, ce qui doit fonder le management d'un hôpital, c'est la satisfaction des besoins du patient et la qualité et la sécurité des soins. Si vous avez la boussole de la qualité, ensuite les conditions de travail suivent, les sujets d'organisation, de capacitaire, de finances suivent. Parfois, on a eu tendance à mettre pour boussole d'abord les sujets peut-être de comptabilité, d'équilibre budgétaire. D'ailleurs, le financement avant la tarification à l'activité n'y était pas, parce que vous aviez des oppositions un peu stériles en dire non, le soin ne coûte pas, hein, mais vous aviez ces limites de budget, donc qui étaient compliquées. Donc la boussole, ça doit être la qualité et la sécurité des soins. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez augmenter les moyens tant que vous voulez. Si on ne prend pas en compte un management par la qualité, quelque part c'est à fond perdu. Et le malaise aujourd'hui que nous connaissons dans nos hôpitaux, de la part des soignants, moi, le diagnostic que j'en ai fait, vous pouvez retrouver les articles que j'ai fait là-dessus, mais là j'assume tout ce que j'ai écrit par le passé, mais enfin, c'est que ceux qui sont sur le terrain n'ont pas forcément les leviers pour gérer. Or, on gère bien ce qu'on gère de près. Ça avait été l'ambition de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, avec ses pôles, pour déconcentrer la gestion. En pratique, ça n'a pas été totalement appliqué, à quelques exceptions près. Et ça a eu pour conséquence de créer des strates administratives intermédiaires et de couper encore plus le service des directions. Et les plus à plaindre dans cette affaire, ce sont les cadres intermédiaires, qui se retrouvent parfois entre le marteau et l'enclume, avec une forme de perte de sens, qui ne savent plus si elles travaillent. Normalement, l'encadrement, il travaille pour son équipe, l'équipe travaille pour le malade, et parfois l'encadrement vient à travailler pour la hiérarchie, gérer les plannings. Donc une perte de sens, un malaise. Quand vous avez un malaise de l'encadrement, pas s'étonner ensuite que vous ayez un malaise de terrain. Donc moi je suis pour libérer les énergies dans l'hôpital, faire confiance, responsabiliser sur le terrain. J'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience et ça marche. Et y compris, vous voyez, sur des choses très basiques comme la gestion des plannings, de laisser les équipes s'organiser le plus possible. Après, quand il faut arbitrer, bien sûr, il peut y avoir le rôle, c'est le rôle des directions, mais vraiment d'aller dans cette logique. Ainsi, vous améliorez les conditions de travail et ainsi vous réattirez du monde. Et ce n'est pas juste un problème de revalorisation salariale. Il fallait une revalorisation salariale dans le Ségur, elle a été faite. Il faut quand même se rappeler en pleine crise économique, alors qu'il y avait une incertitude sur le chômage, savoir si les entreprises allaient pouvoir survivre, il y avait ces aides-là qui étaient au cœur. La nation tout entière, post-applaudissement pendant le premier confinement,
a décidé de revaloriser comme jamais l'ensemble des personnels soignants. Et c'était bien de le faire. On entend ça et là de dire, ben oui, et nous, d'autres métiers, d'autres... C'était bien de le faire, ça a été un consensus. On avait notamment des infirmières mal payées dans le pays, dans les rangs d'OCDE, je pense qu'on était dans les derniers, donc il faut revenir. Et donc évidemment, on continue à soutenir ces revalorisations, mais il ne faut pas imaginer que c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas juste un problème de revalorisation salariale, c'est plus globalement un problème de management. Voilà. Donc déconcentrer la gestion. Et puis, on est la France, on est l'excellence française dans la recherche médicale. On a la chance d'avoir un système qui est socialisé, où les gens, finalement, on reste à charge qui est quand même en dessous des 10%, pas d'équivalent. Et donc, on a cette force avec nos grands CHU, nos grands établissements privés, et donc là aussi, décloisonnons, pas d'idéologie là-dessus, pour produire, reproduire, relocaliser la production de médicaments, de biomédicaments. Et là, on a aussi une opportunité, je l'ai dit déjà évidemment dans différents thèmes, en agriculture, la décarbonation de l'industrie, c'est encore plus vrai dans la santé, pour relocaliser nos industries et redevenir, rester plutôt, un pays d'excellence sur la recherche et le développement dans les années à venir. On a l'opportunité du plan France 2030, 30 milliards d'euros, je rappelle, de subventions jusqu'en 2030, et 4 milliards d'euros en fonds d'investissement pour accélérer. Ici dans le sud-ouest, on a ces opportunités. Il faut accepter de regarder un peu à l'échelle du bassin Béarn-Bigorre, et on a des pépites ici. Il faut les accompagner pour qu'elles bénéficient de France 2030. Il ne faut surtout pas qu'on passe à côté. Et là-dessus, je l'ai dit encore hier devant les chefs d'entreprise, on a bénéficié de France Relance, hein, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je pense qu'on peut faire mieux et que France 2030, c'est un dispositif qui n'est pas du tout territorialisé. Il faudra aller le chercher et je pense que le parlementaire a son rôle à jouer là-dessus. Voilà, ça c'est sur les enjeux nationaux. Il y a une urgence sur les urgences hospitalières aujourd'hui qui ont été énoncées par la Première ministre. Il faut aussi voir qu'on sort de 2 années de crise sanitaire et donc beaucoup éprouvé les professionnels, mais plus au cœur, les sujets de fond, ils sont bien identifiés, ils sont bien travaillés. Et là maintenant, c'est dans toute la chaîne de soins, hein, du ministre de la Santé à l'aide-soignant ou à l'agent de service hospitalier, de réembarquer dans la seule boussole qui compte, celle de la qualité et de la sécurité des soins. Alors sur les Hautes-Pyrénées, je ne vais pas être trop long, je laisse la parole à Martine tout de suite. On est un département qui, par rapport à la moyenne nationale ou régionale, est avec une population de plus de 60 ans qui est plus élevée, 31% des habitants qui ont plus de 60 ans, c'est 27 en Occitanie, et presque 15% qui ont plus de 75 ans. Et on sait que dans les 5 ans qui viennent, 1 million de personnes en plus de 80 ans. Donc on a, évidemment, vieillissement et problèmes de santé sont 2 variables qui sont corrélées, même si évidemment ce n'est pas exclusif. Et donc on a cet enjeu d'augmenter encore la qualité de la prise en charge et la capacité à prendre en charge, quand on sait que déjà 35% des plus de 75 ans ont une aide à domicile et 43% ont une aide familiale. Bon. Donc l'accès aux soins, c'est toute la chaîne. D'abord, c'est le terrain. Médecine libérale, on peut le tourner dans tous les sens. Les modes d'exercice ont changé. Le médecin de famille qui travaille jour et nuit, qu'on peut appeler à 3 h du matin le dimanche, vous en trouvez, mais c'est de plus en plus rare. C'est un mode d'exercice qui n'est plus celui qui correspond aux aspirations des praticiens, des nouveaux praticiens. Ils veulent travailler beaucoup plus en collectif, ils veulent avoir l'appui des plateaux techniques. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. C'est un constat, c'est un fait que le mode d'exercice évolue. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est pour salarier ou fonctionnariser tous les médecins. Voilà. Évidemment qu'il faut soutenir les médecins et la médecine libérale de proximité, qu'elles puissent exercer, qu'elles puissent accéder au rendez-vous, au plateau technique. Mais ceci est en complément, et là je serai évidemment toujours derrière les élus et les collectivités territoriales, pour favoriser les maisons de santé, qui sont un bon modèle. Il y en a un certain nombre, et c'est ça qui nous sauve là aujourd'hui, pour remettre et réattirer des médecins dans des espaces modernisés où ils peuvent avoir un exercice collectif et pouvoir s'organiser aussi
sur la permanence des soins. Donc on n'oppose pas les maisons de santé, l'exercice salarié, l'exercice libéral, on cherche les complémentarités et la structuration. Pour cela, je pense qu'il faut s'atteler, et quand je dis ça, je sais que les choses ont déjà été avancées, il faut s'atteler à un projet de santé départemental qui embarque tout le monde. On n'aura jamais 100% d'accord, mais qui soit un objectif commun de toutes les sensibilités, de tous les modes d'exercice. Et puis, bien sûr, l'hôpital, qui est le recours. Et là, on a une opportunité extraordinaire d'avoir cet investissement massif avec un taux d'intervention qui est inédit, 210 millions de l'État pour venir financer des investissements sur un plateau technique moderne, de haute technologie. Ça ne veut pas dire, attention, que c'est le seul hôpital du département, c'est l'hôpital de la grande agglomération. Bien sûr, évidemment, il peut servir et il servira à tous les Hauts-Pyrénéens, mais je préfère le dire d'emblée, qu'il nous faut évidemment maintenir des hôpitaux de proximité, que ce soit à Lannemezan, à Bagnères, à Vic, voilà. Évidemment, ne serait-ce que pour trier. Voilà. On est dans une logique de gradation du médecin de ville, du médecin traitant, au spécialiste de ville et au recours hospitalier. Donc là, sans ambiguïté, je dis que les professionnels de santé, chacun devant rester à sa place, et je ne suis pas candidat à la direction générale de l'hôpital de Bigorre, je rassure, mais je pense que le parlementaire, dans ce territoire, doit quand même s'intéresser de très près au sujet de santé. Je pense qu'il peut avoir une valeur ajoutée aussi pour aller rechercher les médecins là où ils sont, c'est-à-dire à Toulouse et à Bordeaux. Des jeunes qui étaient partis d'ici, qui sont en métropole, dans des métropoles et qui voudraient revenir, il faut les inviter à revenir. Moi, je le vois moi-même, c'est-à-dire qu'on a à un moment donné un temps de vie à la vingtaine, on a envie d'aller dans les villes, mais ensuite de revenir. Il faut aller leur expliquer qu'ici, ils trouveront chez eux des outils à la hauteur de leur espérance. Et puis, on est quand même les Hautes-Pyrénées, c'est-à-dire qu'on est un département très attractif, béni des dieux, j'ai envie de dire, sur les atouts. Et donc, on est en capacité de faire venir des gens ici qui ont envie de travailler et de s'implanter, pour le coup, dans notre département. Donc ça, je vais m'impliquer personnellement là-dessus. Ouais, on n'a pas de baguette magique, mais c'est notre enjeu. L'autre jour, nous étions avec Gaël à Reims-Marsous. Quand vous montez à Aucun, vous avez un grand numéro de téléphone, médecin. Donc ça, c'est un sujet. Et sur l'intérim en particulier, je vais m'avancer un peu. Je pense que, au moins pour les premières années d'exercice, pour les paramédicaux, peut-être de réguler un peu cette affaire, parce que vous ne pouvez pas avoir un mode d'exercice qui devient uniquement sur ce mode-là. Il faut de l'intérim, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais quand ça devient le mode de fonctionnement standard, on a un problème, toujours dans la boussole de qualité et sécurité des soins. On n'est jamais une infirmière intérimaire en réanimation. Et donc, qui en subit les conséquences? Comme d'habitude, la gériatrie, la psychiatrie. Donc, voilà. Donc, on a cette responsabilité d'aller chercher les médecins, d'être plus souple dans la gestion, d'intégrer les nouveaux modes d'exercice et les aspirations nouvelles. Mais moi, je ne suis pas du tout résigné sur le fait qu'on peut avancer. Il y a déjà une très bonne base de choses, d'investissement. On a la chance d'avoir les relais, on a la chance d'avoir Brigitte Bourguignon aux manettes, avec qui j'ai travaillé, comme vous savez, et on peut avancer. Voilà.